Et là, ça faisait quelques mois que les migraines se réinstallaient et j'étais pas prête du tout à revivre les douleurs et le mal-être lié aux migraines. Clairement, les médicaments, ça fonctionnait pas du tout et ça m'intéressait pas de gober des médicaments 3 jours par mois, tous les mois de ma vie. Donc je me suis dit, je vais peut-être essayer de trouver des choses un peu alternatives. Et je pense que tu es arrivé sur mon chemin comme ça, un beau jour de janvier. Je pense vraiment que tu es arrivé comme ça sur mon chemin. Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Éclosion par Hygiène de Vie. Le podcast qui t'invite à te replonger dans ta nature féminine, à mieux comprendre ton corps sacré et à t'y reconnecter. Je suis Alexandra, naturopathe spécialisée en santé féminine. Après de longues années endormie, distante de ma nature profonde et privée de mon cycle, j'ai enfin laissé éclore la fleur en moi. Avec ce podcast, je te donne des outils simples, réalistes et accessibles, des conseils et astuces pour reprendre ta santé en main afin de retrouver vitalité et mieux-être. Vagin, utérus, contraception, mais aussi pathologie du cycle féminin et ragnagna sont mes dadas. Je te donne rendez-vous chaque semaine pour un moment en toute simplicité, frais et 100% naturel. Si ce podcast te plaît, aide-moi à le faire connaître auprès d'autres femmes qui en auraient besoin en me laissant une note 5 étoiles sur Apple Podcast et en le diffusant sur les réseaux sociaux. Arrêtons de nous mettre dans une case, apprenons plutôt comment nous fonctionnons et éveillons-nous à l'écoute de nos besoins pour retrouver notre juste équilibre. Es-tu prête à éclore ? Mets-toi à ton aise, installe-toi confortablement et c'est parti pour ce nouvel épisode. Belle écoute! Hello! Comment vas-tu aujourd'hui? J'espère que tu as la forme pleine de peps. Et en même temps, entre nous, si tu te sens molle, fatiguée, raplapla, eh bien c'est bien aussi. Ça fait du bien. Et j'espère que cet épisode te fera passer un agréable moment. Car aujourd'hui, je serai accompagnée de l'une d'entre vous. Une jeune femme que j'ai eu le plaisir de rencontrer en accompagnement en naturopathie. Oui, tu as bien entendu, il s'agit d'une auditrice fidèle du podcast qui, je crois, a découvert le podcast Éclosion grâce à l'épisode que j'ai enregistré avec Amandine Lécuyer. Un épisode de près de 2 heures que j'ai vraiment adoré enregistrer. Amandine est une femme incroyable, pas dans le sens waouh du terme, juste parce qu'elle est authentique, qu'elle a le cœur sur la main, pleine de générosité, comme elle est généreuse dans son assiette. Maintenant que je t'ai vendu l'épisode, tu pourras aller l'écouter juste après celui-ci. C'est l'épisode numéro 33 et je te le mets en description de celui-ci. Quoi demander de plus, n'est-ce pas ? Enfin bref, revenons au moment présent. Du coup, je disais, Gwenaëlle est la jeune femme que tu vas bientôt rencontrer. Suite à son écoute de l'épisode 33, le fameux, elle a décidé de me contacter pour entamer un accompagnement en naturopathie avec moi. Elle fait partie des quelques clientes que j'accompagne sur une durée assez longue car nous avons entamé notre chemin ensemble en janvier et j'ai pu suivre ses évolutions au fil des mois sur plusieurs séances. C'est tellement riche de vous voir cheminer de la sorte. Enfin bref, je m'égare une nouvelle fois. Alors pourquoi avoir invité Gwenaëlle sur le podcast ? Pas uniquement pour flatter mon ego, mais justement nous avons parlé d'ego. Gwenaëlle souhaitait au départ me consulter pour plein de choses, je ne t'en dis pas plus. Ça a pris d'autres tournures et je trouvais très intéressant que tu puisses toi aussi connaître un peu les coulisses d'un accompagnement et les types de transformations qu'il peut engendrer, parfois étonnantes. Je te laisse découvrir tout ça dans la suite de nos échanges. Mais juste avant, comme tu le sais, j'aime mettre l'une d'entre vous à l'honneur, toi qui as peut-être pris le temps de me partager un commentaire ou me faire part d'une de tes réflexions à la suite de l'écoute d'un épisode. Alors, le voici, le voilà, l'instant dédicace. Place à Louise Brenner qui m'a laissé un magnifique petit mot via la page de l'article sur mon site internet au sujet de l'épisode numéro 49 en compagnie de Nelly, future naturopathe en plein changement de vie.
Je viens d'écouter ton podcast avec Nelly. Très bonne idée de demander à des naturopathes en devenir de parler de leur expérience. Et bravo à toi pour le succès de ton podcast. Eh bien, merci énormément Louise pour ce beau partage. D'ailleurs, tu as peut-être découvert Louise lors d'un précédent épisode, l'épisode numéro 57 il me semble, dans lequel nous avons partagé le micro ensemble pour discuter de reconversion professionnelle, de spiritualité, de voyage, de TCA ou encore de mission de vie. Un épisode inspirant. Aussi, Louise a lancé entre-temps son propre podcast qui se nomme Croissante. Je te mettrai le lien en description. Son podcast est incroyable. Elle l'a commencé il y a quelques mois à peine et on dirait qu'elle fait ça depuis des années. Sa voix est douce, la musique est envoûtante et son podcast t'embarque vraiment. Elle te fait voyager. L'une de ses passions. D'ailleurs, si tu veux partager les micros avec moi, eh bien n'hésite pas à me contacter. Si toi aussi tu apprécies ce podcast et que tu souhaites le soutenir pour qu'il puisse toucher encore plus de femmes, je t'invite à le partager à une amie, voire à le noter sur Apple Podcast ou iTunes, ou encore à me partager ton avis et peut-être une question que tu te poserais à l'issue de ton écoute en allant sur l'article lié à cet épisode, disponible sur mon site internet hygienedevie.fr avec le chiffre 2. Allez, assez bavardé, je te laisse rejoindre ma conversation avec Gwenaëlle. Belle écoute! Coucou Gwenaëlle, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Hygiène de vie. Alors, est-ce que ça te fait pas trop bizarre de te retrouver de l'autre côté des écouteurs? J'avoue que c'est un exercice pas facile du tout. Sauf que t'as l'habitude, il me semble, d'écouter les épisodes du podcast. Du coup, c'est un petit peu étrange. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté effectivement de relever ce challenge. C'est pas simple du tout. Je sais, je suis passée par là aussi quand j'ai lancé le podcast. Mais tu vas voir que c'est une super belle thérapie. Donc, merci beaucoup par avance déjà d'avoir accepté. Et pour un peu chauffer la voix, est-ce que tu pourrais me dire comment tu vas? Mais alors vraiment, comment tu vas? Pas la question qu'on prend à la légère en général. Vraiment, comment tu vas en toute transparence et authenticité à l'instant T? Alors, j'avoue que c'est une période un peu compliquée, la rentrée. Je me sens un peu perdue dans mes émotions. Donc, c'est pas un moment facile. D'accord. T'as réussi quand même à te ressourcer un petit peu pendant l'été? Oui, beaucoup. Et du coup, le décalage a été un peu brutal. Et est-ce que tu pourrais un petit peu approfondir, si c'est pas trop indiscret, qu'est-ce qui se passe dans tes émotions justement? Parce que j'imagine et je suis certaine que ça ne concerne pas que toi. Je pense déjà que le changement de saison, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et justement, peut-être c'est l'occasion de se reconnecter à la nature et de voir ce qui va être bien dans cette saison. Mais moi, j'étais encore dans l'autre saison de l'été où il y avait beaucoup du côté social, de visites de musées, de beaucoup de mouvements et d'actions. Et là, on rentre dans une période où c'est un peu plus passif et plus recentré sur soi-même. Et le décalage, pour moi, il a été un peu brutal. Et habituellement, est-ce que la saison automnale et hivernale, c'est une saison que tu as du mal à vivre ou c'est vraiment la transition pas des deux saisons, mais vraiment du côté très estival et du côté plus hivernal? C'est vraiment la transition qui te pose le plus problème? C'est vraiment le passage. Le petit moment où il faut basculer de l'autre côté. Et parce qu'il y a plein de choses que j'adore en automne et en hiver. Mais le basculement de l'été vers l'automne, je trouve qu'il est vraiment compliqué à gérer pour moi. Ouais, c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup de personnes, y compris moi, pardon. Et c'est en ça aussi que j'aime beaucoup la naturopathie ou les approches justement de médecine alternative, parce que justement on met beaucoup d'intérêt dans ces transitions
de saisons, aussi bien le passage été-automne que le passage hiver-printemps, qui est aussi une transition pas forcément toujours simple à vivre, puisqu'en hiver, on a pris le pli de beaucoup s'intérioriser, et puis au printemps, justement, on doit se réextérioriser, et ces transitions-là ne sont jamais très simples à vivre, tout simplement parce que les changements, de manière générale, ne sont jamais très, très simples à vivre. De toute façon, même les changements de vie, les changements d'habitude. Donc, c'est tout à fait compréhensible. Et si vous qui nous écoutez, c'est la même chose pour vous, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls. Déjà, Gwenaëlle et moi, eh bien, on est avec vous. Euh, pour continuer un peu à se chauffer un peu la voix et puis continuer à te connaître un peu plus, est-ce que tu pourrais nous expliquer quel objet as-tu décidé d'apporter aujourd'hui et pourquoi? Alors, j'ai apporté un jeu de tarot. Donc, c'est quelque chose que j'ai découvert en janvier dernier, parallèlement à notre première séance de naturopathie. Et c'est vraiment un outil que j'utilise au quotidien, justement pour un peu sentir comment je me sens, voir comment ça se passe dans ma tête, mes émotions. Ça me permet de me poser, de me dire dans quelle énergie je me sens, qu'est-ce que j'ai envie pour les jours à venir, les semaines à venir. Donc c'est vraiment un moment pour moi où je me pose et où je peux réfléchir sur ce qui se passe. Hmm. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas trop le tarot, on parle aussi, il y a d'autres pratiques comme la numérologie. Alors moi, ce sont des choses que je ne maîtrise absolument pas, mais effectivement, ça fait partie des différents outils qui peuvent aider. Euh, Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se déroule, un tirage? Alors donc c'est un jeu de cartes qui est divisé en arcanes majeurs et mineurs. Euh, les arcanes majeurs, on peut dire que c'est des archétypes de la vie de tous les jours. Et les arcanes mineurs, ce sera plutôt un tempérament qu'on a en nous. Donc ça va être plutôt la passion avec les bâtons, ça va être l'intellect avec les épées. Donc quand on se tire les cartes et qu'on tombe sur, par exemple, en ce moment je tire que de l'intellect, que des épées. Et donc c'est intéressant de se poser la question, comment je ressens mon émotion? Est-ce que c'est que avec ma tête? Est-ce que c'est que avec mon ventre et les bâtons? Donc c'est vraiment essayer de décortiquer nos émotions et comment essayer de les décrypter, les comprendre. On n'est pas du tout dans le stéréotype du jeu de tarot, je vais prédire l'avenir. C'est plus un moment présent où on se dit comment ça se passe en ce moment, comment je me sens et à quelles petites caractéristiques je peux me référer. C'est intéressant, en fait, c'est un peu un outil qui permet, alors si je dois un petit peu vulgariser, on parle souvent de prendre conscience de nos émotions. Moi, je parle souvent d'essayer de les accueillir, de les vivre, parce que les émotions, elles ne sont que passagères et elles peuvent être inconfortables et désagréables et aussi néfastes pour nous si on ne sait pas justement les vivre et les accueillir, et au contraire si on les refoule. Et donc c'est intéressant puisque le tarot, alors c'est pas l'unique manière de faire, mais pour certaines personnes ça peut parler, ça semble être justement un peu un outil miroir qui permet, qui peut aider à visualiser, à vivre ces émotions, à les rendre un peu plus concrètes et palpables, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple aussi. L'émotion, ce qui est compliqué, c'est que c'est pas palpable en fait. C'est pas j'arrête de manger du sucre, je fais tel et tel conseil, j'applique telle et telle chose très matérielle, très matérialiste, qui est beaucoup plus concret des fois à mettre en place, donc plus facile. Les émotions, c'est plus subtil. Et c'est vrai que ce genre de pratiques comme le tarot, mais la numérologie, ça peut aussi aider, sont des moments, déjà, ça reste des moments où on prend un peu plus, on s'intéresse un peu plus à soi. Donc ça, c'est déjà un premier grand intérêt de cette pratique. Et puis surtout, ça permet un peu de rendre l'émotion un peu plus concrète et donc peut-être justement faciliter son vécu, mieux l'accueillir pour passer à autre chose, comprendre. Et après, bon, peut-être que le petit bémol au risque, c'est peut-être se dire on veut tout comprendre et tout intellectualiser. Des fois, il y a des choses qui ne peuvent pas trop se comprendre, par contre, qui doivent se vivre, mais en tout cas, ça peut permettre effectivement d'un peu mieux vivre son émotion en la rendant un peu plus vraie, disons, et concrète. Je ne sais pas si c'est ça que tu ressens quand tu fais ce genre de pratique.
Ouais, tout à fait. Parce que souvent, mes tirages, je les note. Et du coup, je note mon émotion à une date précise. Et même Hmm. parfois, retourner lire des choses qu'on a écrites 2, 3 jours avant, voir comment ça a évolué. C'est un peu un Hmm. journal intime, mais vraiment se poser la question comment on se sent à ce moment-là. Hmm. C'est intéressant aussi parce que du coup moi j'aime bien quand j'accompagne des femmes et que je les aide à commencer à se reconnecter à leur cycle féminin. J'aime toujours y insérer pas que les symptômes très physiques du cycle, mais aussi la partie émotionnelle, puisque les émotions suivent aussi un cycle durant le cycle féminin. Et du coup, bah, le tarot, ça peut être aussi un outil complémentaire à ce suivi de cycle, comme tu le dis, de voir de jour en jour comment les émotions évoluent en fonction de son cycle menstruel, justement. Et donc, dernière question sur le tarot, puisque du coup, tu m'as lancé sur le sujet. Et c'est encore une fois, s'il y a des personnes qui sont intéressées, est-ce que tu as des conseils à partager sur le choix des cartes peut-être des conseils, voilà, des questions que tu as pu toi te poser quand tu t'es mise au tarot, au tirage. Est-ce que tu as des choses à partager à ce sujet? Alors, dans mon cas précis, je fonctionne beaucoup au visuel, donc c'était vraiment le graphisme et le dessin du tarot. Et on le sent, je pense aussi en le prenant en main. Est-ce que les cartes tiennent bien dans la main Ouais, c'était vraiment visuel pour le coup. D'accord. Ok. Et est-ce que tu t'es documenté ou renseigné auprès d'un site ou d'une personne en particulier pour apprendre justement? Alors, j'ai trouvé des comptes Instagram qui proposaient des formations en ligne et je me suis inscrite à une formation en ligne pour apprendre plutôt le côté tarot intuitif et pas avaler des pavés de combinaison Hmm. de cartes et de mémorisation de telle carte veut dire telle chose, plus essayer de regarder le dessin, voir ce que je ressens, plus ce côté-là. D'accord, d'accord. Et tu as un compte Instagram en particulier à recommander? Alors, celle qui m'a vraiment fait débuter avec le tarot, c'est Margot Winterhalter. Et D'accord. plus récemment, j'ai découvert une tarologue belge, Papote et Lunaison. Donc Sylvie de Papote et Lunaison. Ok, bah, je mettrai tous les liens justement dans l'article pour des personnes qui sont intéressées par le tarot ou qui voudraient s'y mettre. Alors, moi, on va continuer à connaître un petit peu Gwenaëlle. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet et le pourquoi je t'ai invité sur le podcast, est-ce que tu pourrais nous expliquer brièvement quelle femme est Gwenaëlle? Dis-nous un peu plus sur ton univers, tes passions, tes loisirs. Donc j'ai 34 ans, je vis en couple, je n'ai pas d'enfant. Je suis historienne de l'art de formation et je travaille depuis 11 ans dans un musée d'ethnologie en Belgique. Donc mon travail consiste à recueillir des objets ayant appartenu à la population dans la ville dans laquelle je travaille. Et donc mon but est de conserver ces objets et de les documenter le plus possible. Donc c'est vraiment ce qui m'intéresse beaucoup dans mon métier, c'est de recueillir tout ce qui tourne autour de l'objet. Donc quelle personne l'a utilisé, comment elle l'a utilisé, comment il a été transmis aux autres générations. C'est vraiment ce côté social que j'aime beaucoup dans mon métier. Et à côté de ça, j'adore la lecture. Et si tu devais un peu nous expliquer quelle petite fille et quelle jeune fille était Gwenaëlle. Alors j'étais une enfant très très timide. Euh, je me souviens que j'étais beaucoup avec ma petite sœur. Euh, ouais, on était beaucoup beaucoup ensemble, un peu dans ce rôle protectrice. J'adorais déjà beaucoup la lecture. Je crois que j'étais très recentrée sur moi-même, petite fille. J'aimais pas trop euh, tout ce qui était cours de sport en collectif, aller à des mouvements de jeunesse par exemple, ça me rebutait au plus haut point. Donc j'étais déjà très, très centrée sur moi-même. D'accord. Donc une petite fille qui était déjà beaucoup dans la recherche de
de soi aussi, non? Un petit peu, de la reconnexion à qui tu es, à ta découverte intérieure. Oui, et puis déjà ce lien avec, je pense, les objets à travers ma famille aussi. J'aime beaucoup recueillir des objets qui ont appartenu à des personnes de ma famille. Donc déjà un lien Ouais. ouais, dans ces objets qui racontent une histoire. Et du coup ma propre histoire puisque c'est relié à ma famille. Passionnant. En tout cas, c'est un métier effectivement que je n'avais pas l'habitude, d'ailleurs que j'ai découvert. Tu es la première personne que je rencontre à faire ce métier-là, donc ça va vraiment être passionnant et il faut être passionné pour faire ce genre de métier. Alors, j'ai souhaité partager le micro avec toi, car tu as décidé il y a quelques mois maintenant, alors même début 2021, il me semble, d'entamer un accompagnement en naturopathie avec moi. Avant toute chose, est-ce que tu peux nous dire pourquoi avoir choisi de t'orienter vers la naturopathie? Qu'est-ce que tu recherchais en particulier et à quoi t'attendais-tu en prenant rendez-vous avec moi justement? Alors la principale raison c'était mes migraines. J'avais arrêté la pilule en 2018 justement à cause des migraines. Et dès l'arrêt de la pilule, mes migraines se sont arrêtées. Et là, ça faisait quelques mois que les migraines se réinstallaient et j'étais pas prête du tout à revivre les douleurs et le mal-être lié aux migraines. Clairement, les médicaments, ça fonctionnait pas du tout et ça m'intéressait pas de gober des médicaments 3 jours par mois, tous les mois de ma vie. Donc je me suis dit, bah, je vais peut-être essayer de trouver des choses un peu alternatives. Et, euh, Et je pense que tu es arrivé sur mon chemin comme ça, un beau jour de janvier. Je pense vraiment que tu es arrivé comme ça sur mon chemin via le podcast de Amandine Lécuyer. Tu avais fait un épisode avec elle et du coup je me suis dit, ah bah tiens, je vais aller voir le compte Instagram, j'ai découvert ton podcast, j'ai écouté un peu les épisodes et je me suis dit, ah bah tiens, voilà une naturopathe, pourquoi pas essayer. Et c'est comme ça que j'ai pris rendez-vous. Ah oui, donc c'est l'épisode. Alors, effectivement, c'est un épisode qui a quand même bien plu. Alors, je pense Amandine a déjà une belle communauté. Et je pense qu'il a bien plu parce que durant cet épisode-là, on a beaucoup démocratisé la notion de santé, justement, de sport aussi. Et ça a touché pas mal de personnes et pas mal de femmes, justement, qui se mettent beaucoup de pression pour être en bonne santé, pour faire beaucoup de sport, etc., etc. Donc ça, c'est vrai que c'est un épisode qui a beaucoup touché. Alors, c'est l'épisode numéro 33 pour les personnes que ça intéresse, qui ne l'ont pas encore écouté. Donc du coup, si je comprends bien, effectivement, je suis arrivée sur ton chemin, comme tu l'as dit, un beau jour de janvier. Oui. Et donc tu étais dans la recherche de solutions, en tout cas de compréhension, pour essayer de mettre fin à tes migraines. Des migraines qui ont débuté durant ta prise de pilule. Je résume, hein, tu me dis si je me trompe. Ouais. Euh, qui se sont arrêtées quand tu as arrêté la pilule, mais finalement qui sont revenus quelques mois plus tard. Je pense que j'ai quand même vécu 1 an et demi sans migraine. Mais je sentais qu'elle D'accord, revenait avec une douleur qui devenait de plus en plus forte au fil des mois. d'accord. Pour revenir un petit peu sur l'épisode de la pilule, tu avais déjà des migraines avant de prendre la pilule? Pas du tout. D'accord. Donc c'est vraiment la pilule qui t'a. Bon, on va pas dire que c'est la pilule qui a causé les migraines. Je n'irai pas jusque là puisque on n'est pas là pour rentrer dans une consultation, mais en tout cas ça a coïncidé, disons. Oui. Ok. Et du coup, dans quel état d'esprit tu étais quand tu as pris rendez-vous avec moi? Qu'est-ce que tu attendais concrètement de ce rendez-vous? Parce que voilà, si je mets à la place de personnes, de jeunes femmes, de femmes pour qui, voilà, se disent, ah bah ok, la naturopathie, prendre rendez-vous, mais finalement pourquoi? Voilà. Si on devait se mettre à la place de ces personnes-là, toi, dans quel état d'esprit tu étais justement à ce beau jour de janvier, comme tu l'as dit, la veille du rendez-vous, si Alors, tu t'en souviens? j'étais pas dans un état d'esprit très facile à ce moment-là. Je me souviens que j'étais, je dirais pas déprimée, mais
je trouvais que la vie, elle était pas très, très facile à vivre. Euh, En fait, j'ai perdu ma grand-mère en août 2020 et donc on s'est rencontrés en janvier et je pense que l'accumulation des émotions liées au deuil, aussi vivre le deuil de mon entourage, essayer de supporter les gens. Par exemple, mon grand-père, c'était un peu plus difficile pour lui. Donc je suis arrivée à cette première consultation avec un peu une demande de est-ce que c'est possible de m'aider parce que je ne sais pas trop quelle solution trouver. Donc je pense que mes migraines étaient quand même liées à mes émotions et ce poids que je ressentais sur mes épaules. Donc je venais vraiment pour trouver une solution plus à mon mal-être qui je pense se traduisait par mes migraines. Alors que pour moi, la naturopathie au tout départ, c'était me dire je vais un petit peu checker mon alimentation, voir s'il n'y a pas des choses à améliorer. Et en fait, pas du tout. C'était pas du tout l'aspect à travailler à ce moment-là pour moi. Je pense que c'était une petite bouteille à la mer que je te lançais, genre donne-moi des petits outils pour essayer de sortir de cette période compliquée que je vivais à ce moment-là. Alors, on va rentrer dans le détail effectivement un peu plus tard de ce que ça a pu t'apporter et comment tu l'as vécu post-consultation. Mais c'est vrai, je me souviens, alors sans dévoiler la consultation, je me souviens effectivement que tu avais un état d'esprit, comme tu l'avais dit, un petit peu avec pas mal d'anxiété, de mal-être en tout cas. Et moi, ce dont je me souviens de cette première consultation, puisqu'on a eu d'autres ensemble, euh, et peut-être que c'est une attente de pas mal de personnes, mais c'est vrai que pour le coup, il me semble, dans mes souvenirs, qu'on a quasiment, alors peut-être vers la fin, mais quasiment pas parlé d'alimentation. Quasiment pas. C'est peut-être venu vraiment à la fin de la consultation, mais c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup travaillé sur la sphère émotionnelle. Et c'est une partie très importante, effectivement, dans la santé et dans la santé naturelle, mais c'est pas forcément ce à quoi on s'attend quand on recherche un naturopathe. Alors ça veut pas dire que toutes les consultations sont des séances liées autour des émotions, mais ça veut bien dire qu'il n'y a pas une consultation pareille qu'une autre et que l'alimentation, je me souviens qu'on en a parlé, mais après. Et donc en fonction des personnes, effectivement, il y a des sphères à travailler, on va dire, plus ou moins en priorité. Et donc ça, je me souviens que tu étais d'ailleurs, je pense, une de mes premières clientes où l'aspect émotionnel est arrivé aussitôt, quoi. La première consultation, et qui a pris autant de place, d'ailleurs. Oui. Ouais. Je crois que c'est un réel besoin, l'émotion, ouais. Libérer l'émotion, c'était plus que nécessaire. C'est très bien ce que tu as dit, parce que tu as parlé de besoin, et je pense que c'est quelque chose que vous devez garder en tête en tant que peut-être futur client ou cliente de naturopathe, c'est de prendre le temps en amont du rendez-vous de poser votre besoin justement, d'y réfléchir vous-même et après de le poser puisque, moi c'est comme ça que je vois la consultation, en tout cas l'accompagnement, c'est que le naturopathe il doit pouvoir s'adapter justement à la personne. Et pas dérouler ce qu'on appelle l'anamnèse, donc ces séries de questions d'une personne à une autre, du même format, de la même manière, chronométrée pareil, parce que c'est pas ça justement un accompagnement spécifique. Enfin, c'est pas comme ça que moi je l'envisage justement. Et pour le coup, aujourd'hui, on a un tas d'informations sur Internet disponibles totalement gratuitement. Alors si en consultation on redit la même chose, honnêtement, ça sert à rien de payer une consultation parce que les consultations, en plus, elles sont pas données. Hein, je l'admets totalement. C'est pas remboursé par la sécurité sociale encore. Ça commence par être par les mutuelles. Ça dure longtemps, ça demande beaucoup de travail. Donc nous, en tarif, on est obligé de l'appliquer si on veut en vivre aussi. Mais derrière, si c'est pour avoir une consultation lambda qui n'est pas individualisée, autant dire que gardez votre argent, quoi. Enfin, c'est ça que j'ai envie de dire. Donc, prenez le temps de réfléchir à votre besoin, de l'exposer pour que derrière votre accompagnant, il puisse adapter son anamnèse et adapter son accompagnement en mettant les priorités en mettant les priorités au bon endroit et au bon moment. Voilà. On est le soir, c'est un peu compliqué d'assembler les mots dans le bon ordre.
Donc voilà ce que je voulais apporter comme petite précision quand tu as parlé de besoin, et je pense que c'est un bon terme et un mot qui est très fort. Alors pour continuer, une question qui revient assez souvent auprès des personnes que j'accompagne ou que j'entends autour de moi. Je pense que beaucoup de personnes d'ailleurs qui souhaitent se faire accompagner se posent cette question-là, à savoir comment choisir la bonne personne, entre guillemets, même s'il n'y a pas de bonne personne, mais en tout cas la personne qui va finalement partager un petit bout de chemin. Puis aussi, ça reste parfois très intime aussi, les consultations, enfin les accompagnements, on peut aller à se dévoiler de manière intime. Donc pour ta part, quelles questions tu t'es justement posées pour choisir la personne qui allait t'accompagner? Tu as dit voilà, que tu m'avais découvert à travers le podcast, mais après tu as fait d'autres recherches, tu as complété, mais finalement à travers ces différentes recherches, qu'est-ce que tu recherchais? Quels sont les critères qui t'ont permis de passer le cap, de te rassurer peut-être? Voilà, qu'est-ce qui a fait que tu as eu un déclic? Alors, je pense que dans mon cas, que tu aies des réseaux sociaux assez fournis, même qu'on voit ton visage, c'était super Mm. important pour moi, plutôt que de faire défiler un annuaire sur Internet et voir des noms, peut-être même des naturaux dans ma région, j'aurais pu en trouver. Mais Mm. pour moi, c'est important d'avoir, oui, déjà savoir un peu l'univers de la personne, même connaître ta voix dans le podcast, voir comment tu t'exprimais. Je sentais déjà ce ton bienveillant. Et je crois que c'est ça qui m'a. Le podcast, ça a été vraiment, je pense, ce qui m'a décidé à te contacter. D'accord. Et qu'est-ce que tu conseillerais, la chose que tu conseillerais en priorité à une personne qui est en train de t'écouter en ce moment parler et qui souhaiterait trouver l'accompagnant le plus adéquat pour lui, pour elle? Quel est le conseil fondamental selon toi? Je pense qu'il faut le ressentir. On sent si on est bien avec une personne, si ça va être facile de communiquer avec elle, s'il y a des bonnes, je dirais, ouais, des bonnes énergies, un bon ressenti. Pour moi, c'est beaucoup justement un peu l'intuition. Comme tu le dis, effectivement, je pense que le ressenti, l'intuition, c'est vraiment quelque chose d'important. Euh, mais par contre, du coup, ça nécessite que derrière, on ait les moyens de pouvoir juger de ça. Et donc ça passe effectivement, ça peut passer par effectivement un site internet, voir les couleurs, voir s'il y a les textes. Des fois, à travers les textes, on peut avoir un peu la tonalité, voir s'il y a des photos. Effectivement, ça peut passer par des photos, voir le visage. Euh, alors là, je m'adresse aussi bien aux futurs clients qu'aux futurs ou aux professionnels de la santé naturelle ou de la santé. Il y a plusieurs manières et je pense que créer le lien même à distance, c'est ultra important pour permettre aux personnes derrière justement de pouvoir avoir les outils en main pour choisir. Et il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas un meilleur accompagnant qu'un autre parce qu'après, on est tous différents, il y a tous des feelings différents entre nous. On ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Par contre, il faut pouvoir avoir les outils pour pouvoir juger de ça en fait. Donc c'est vrai que bon, le podcast, ça peut aider, comme je pense que ma voix, ma tonalité, mon attitude peut plaire à des personnes et peut aussi déplaire à beaucoup d'autres. Et c'est comme ça que se fait finalement ce tri bienveillant, mais c'est un tri quand même. Les images, certains, ça passe par les vidéos par exemple, les réseaux, etc. Mais je pense que c'est important effectivement d'essayer de créer un univers qui nous ressemble pour pouvoir derrière permettre à ses clients, ses futurs clients de les retrouver justement et de retrouver de permettre cette alchimie en fait. Et en fait, ce résultat-là qui est assez explosif, il est ultra bénéfique aussi bien pour le client que pour l'accompagnant. Parce que moi, je sais que les personnes que j'accompagne avec qui le feeling se passe pas, ça se compte vraiment sur les doigts de la main avec les plusieurs clients que j'ai. Parce que justement, je pense que je donne pas mal d'informations sur mon univers. Et quand les personnes me contactent, d'ailleurs, c'est un peu le retour que j'ai, c'est j'ai l'impression de vous connaître en fait. La première consultation, j'ai l'impression de vous connaître. Alors moi, je dis c'est très bien, moi je ne vous connais pas, donc on va creuser. Par contre, la personne a l'impression de me connaître, et ça c'est chouette. C'est chouette parce que du coup, ça veut dire que 80% du travail est fait en fait. Il y a l'alchimie déjà qui est là. Et donc ça, c'est vraiment top. Pour les deux parties, j'ai envie de dire.
Et ça permet derrière, effectivement, de mieux se fier à l'intuition pour pouvoir passer le déclic. Si jamais il n'y a pas, et ça, encore une fois, je m'adresse aux deux parties, s'il n'y a pas de tous ces réseaux, ce contenu, parce que voilà, encore une fois, il faut avoir le temps de le faire, il faut le vouloir, etc. Tout le monde ne veut pas faire d'un podcast, ne veut pas forcément se montrer. Peut-être proposer des rendez-vous, des coups de téléphone d'un quart d'heure. Des fois, un quart d'heure, ça suffit juste pour avoir la voix de la personne, en fait, juger de la voix. Pour voilà, des découvertes en amont d'un rendez-vous. Prenez le temps de contacter les personnes que vous voulez peut-être, avec laquelle vous voulez peut-être reprendre rendez-vous, pour lui expliquer vos attentes, et puis voir comment elle s'exprime, voir la tonalité qu'elle emploie, et voir si ça match en fait. Alors après, encore un petit warning quand même, ne prenez pas ce rendez-vous de découverte comme une consultation, parce que sinon ça va pas le faire en fait, ça peut pas le faire. On peut pas en un quart d'heure faire une consultation, et ce serait dangereux de la part de l'accompagnant de le faire, et c'est un peu un abus de la part du client de le faire aussi. Donc faites attention à ne pas trop abuser sur ça, mais en tout cas allez demander, proposer, et franchement je vous encourage à le faire s'il n'y a pas assez d'éléments selon vous pour juger justement de la compatibilité entre vous et l'accompagnant. Voilà. Enfin, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais... C'était tout à fait ça. C'était vraiment le côté... tes réseaux sociaux cassent déjà la barrière, on va les voir. C'est pas un docteur, hein, je sais bien, mais on va voir quelqu'un qui a des connaissances et dans le domaine de la santé, donc il y a un peu, pas de hiérarchie, mais on se dit, bon, je trouve que c'est pas évident d'aller voir quelqu'un et dire, j'ai ça comme problème, vous pouvez m'aider, et que là, tu as quand même un investissement personnel dans ta façon de montrer ton métier, et du coup, c'est ça qui... Oui, je me suis pas posé de questions en fait. Ça allait pas, je me suis dit, ah ben oui, Alexandra, je vais prendre rendez-vous. Et c'était l'intuition. Alors, tu nous expliquais les raisons initiales qui t'ont amené à entamer un suivi en naturopathie. Maintenant, je te propose qu'on rentre un petit peu plus dans le détail. Finalement, qu'as-tu vraiment vécu? Alors, je ne te demande pas, bien sûr, de parler de choses trop intimes, il faut que ça reste c'est ta vie privée, mais comment tu as vécu le processus, disons, global, le chemin de tes différentes consultations, puisque on s'est vu au moins 3 fois en consultation, il me semble, et une 4e en réflexologie. Voilà, si je ne me trompe pas. Donc depuis janvier 2021 jusqu'à, on est en septembre, je crois que la dernière fois que je t'ai vu, c'était en juillet 2021. Donc voilà, sur 7 mois, on s'est vu 4 fois. Finalement, comment tu as vécu ce process de ces 4 consultations, les différents conseils que j'ai pu te partager? Est-ce que tu as été surprise? Enfin voilà, comment ça s'est passé? Comment tu as cheminé tout ça en fait? Alors, donc la première consultation, ça a vraiment été le moment où je me suis dit, bon, ça va pas, c'est ok. Donc on pose un nom sur les émotions, on se dit, bon, ça tourne un peu en roue libre dans la tête, qu'est-ce que je peux faire? Tu m'as donné des conseils qui m'ont permis vraiment de faire redescendre un peu cette sensation de toujours être en angoisse, en contrôle des pensées. Donc ça m'a vraiment permis de, hop, on redescend d'un cran, on se pose. Et là, j'ai commencé à mettre en place, me recentrer sur moi-même avec des petits rituels, des habitudes. Ça a été vraiment entre janvier et je dirais, le début du printemps. Le printemps, ça m'a redonné beaucoup d'énergie. Et puis j'ai comme ressenti à nouveau un petit creux dans la vague où je me suis dit, je repère toutes mes bonnes sensations. Et là, je me souviens, tu avais pris de mes nouvelles pour savoir si ça allait suite à la première consultation. Et j'ai mis du temps à te répondre. Et je me suis dit, en fait, j'ai régressé. Parce que ça allait mieux et je me sens de nouveau que je repars dans le mauvais sens. Et je me souviens de ton message, tu m'as dit, non, en fait, tu peux pas régresser. Enfin, tu peux pas revenir en arrière, tu as forcément évolué. Et là, j'ai repris les outils que tu m'avais donnés et je me suis dit, oui, je suis dans le creux de la vague, donc on réutilise les outils et on voit comment continuer à avancer. Et c'est là que je me suis rendu compte de l'importance des cycles
Et c'est là où j'ai vraiment observé la nature. Ça m'a beaucoup aidée. Et du coup, j'aime beaucoup fêter les nouvelles lunes, fêter les nouvelles saisons. Et ça me permet d'avoir des repères quand ça va pas. Je me dis, bah, regarde, les feuilles tombent, en hiver il fait noir, ça va moins bien. Bah, toi aussi, tu as des moments, ça va pas, ça va moins bien. Mais il y aura forcément du positif après. Et être dans ces sensations négatives, bah, je les accepte et je me dis, bah, ça va forcément m'enrichir pour plus tard. Et c'est plus cette idée de quelque chose de linéaire où il faut aller vers la meilleure version de soi-même, où je me mets une pression de folie, mais je me dis, c'est un cycle. Ça va bien, ça va moins bien, et j'ai des outils, je m'accroche à ces petits outils, et ça me permet d'avancer. C'est, je vais partager une image que je viens d'avoir dans ma tête pendant que tu parlais. Ce côté, il faut, ça va bien ou ça va pas, et il faut toujours être la meilleure version de soi-même. Et tout de suite, j'ai pensé au bouton de lumière on-off. C'est soit il y a de la lumière, soit c'est sombre, soit il n'y a pas de lumière. Non, en fait, la vie, c'est pas ça. Et effectivement, comme je te l'avais mentionné dans mon message, on ne peut pas régresser. C'est pas possible, en fait. On n'est qu'évolution. On peut orienter et peut-être aller sur un chemin qui est différent, peut-être qui nous éloigne à l'instant T un petit peu de notre objectif, qui est bah, forcément un objectif de bien-être. Je pense qu'on cherche tous à être bien, à se sentir bien. Je pense que la personne qui cherche à ne pas se sentir bien, je pense que voilà, c'est rare. Après, on a tous et toutes des façons différentes de ressentir ce bien-être ou au contraire ce mal-être. Mais on ne peut pas régresser en fait. On fait qu'évoluer et peut-être prendre un chemin un petit peu différent. Et ce qui est chouette, effectivement, c'est que pendant la première consultation, j'ai pu effectivement te partager quelques outils. Alors, je sais que moi, j'ai l'habitude de partager plusieurs outils, plusieurs choses en fonction de ce que je ressens auprès de la personne. Après, il y a aussi un travail à faire en tant que consultant, donc client, une fois que vous recevez ces conseils, c'est de faire votre propre tri aussi après. Parce que je ne peux pas être vous en fait. Je peux un maximum faire preuve d'empathie, mais je ne suis pas vous, je ne peux pas. Et en plus, entre lundi, mardi, mercredi, entre un jour ou un autre, on n'accueille pas les choses de la même manière. Donc du coup, c'est super important derrière qu'il y ait aussi cette prise de recul d'analyser, de tester les différents conseils, les différents outils qu'on peut vous procurer et surtout derrière, bah, de les garder sous la main quoi. Et de se dire que c'est pas ranger dans un tiroir qu'on n'ouvre plus. C'est pas comme un médicament où on a terminé la boîte, on la met à la poubelle. Non, ça, ce sont des outils que vous avez à vie. Et comme pour le tarot par exemple, eh bien, voilà, vous ressortez des moments différents parce que vous ressentez qu'il y a un besoin, qu'il y a peut-être un petit creux qui s'installe. Et c'est même pas un creux, hein, encore une fois, c'est un chemin un petit peu différent qui peut-être ne vous provoque pas une sensation très agréable. Et donc, voilà, ressortir quelques outils et qui vont peut-être derrière vous faire découvrir d'autres choses, aussi d'autres perspectives, comme toi qui ça peut t'amener vers les rituels de la lune, etc., le tarot. Et donc, c'est ça qu'il faut avoir en tête, je pense, c'est que déjà, on ne peut pas régresser, on ne fait qu'évoluer et que les outils qu'on peut vous partager en consultation, en accompagnement, que ce soit la naturopathie ou aussi l'ayurveda, je me permets de parler de l'ayurveda parce que je connais un petit peu, alors je ne suis pas praticienne, attention, mais je connais un peu via le yoga que je pratique, et aussi parce que moi-même j'ai eu des bilans, j'ai eu des accompagnements en ayurveda, et donc ce sont des choses qu'on a à vie en fait, ce sont des conseils, des astuces, des bonnes pratiques qu'on a à vie et qu'on utilise à plusieurs reprises dans sa vie en fonction de nos propres cycles de la vie au final. Donc c'est intéressant de garder ça en tête aussi, c'est qu'il n'y a pas de on-off. Ok, alors du coup maintenant avec ton esprit à l'instant T, est-ce que tu as ressenti une sorte de transformation? Alors je mets le terme transformation entre guillemets dans le sens où ça ne veut pas dire être la meilleure version de soi-même. Transformation égale évolution, égale changement, ni vers du bon ni vers du moins bon. Mais est-ce que tu as entre janvier 2021 et maintenant perçu, ressenti une transformation en toi, dans ta vie, dans ton environnement par exemple, et si oui, laquelle? Alors, je vais encore revenir sur les émotions, mais je pense que c'est mon mot-clé de toute façon pour l'année 2021. Mais déjà,
les ressentir, mettre un mot dessus. Et puis ensuite aussi les partager quand ça va pas, oser parler avec quelqu'un, oser pleurer, ça va pas, je pleure. Voilà. Pour moi, c'est même une façon de me nettoyer. Ça va pas, je pleure. Donc je crois vraiment que ma transformation, c'est me permettre de ressentir mes émotions et du coup toutes les émotions, les bonnes comme les moins bonnes, les plus difficiles aussi à admettre, des choses où on n'est pas forcément super fier de les ressentir. Ouais, le maître mot, c'est mes émotions. Et au-delà de la naturopathie, tu nous as parlé du tarot, tu nous as parlé aussi des rituels autour de la lune. Est-ce que tu as entamé d'autres types d'évolution ou d'accompagnement même avec d'autres types pas de naturopathes, mais de thérapeutes qui ont fait partie aussi de ton chemin de transformation? Alors, au moment où je ressentais un petit creux, je suis retombée sur une ancienne pote d'école et elle a lancé son herboristerie et elle m'invite sur sa page Facebook et elle me dit ah je fais un cercle de femmes pour la nouvelle lune, est-ce que ça te dit de participer? Et je me suis dit à nouveau ah voilà un signe, il faut que j'y aille et j'ai donc participé à mon premier cercle de femmes donc c'était en juin 2021 et j'ai beaucoup aimé ce moment de partage qui est à nouveau lié aux émotions. Donc on vient là, la première question qu'on pose c'est comment on se sent et comment on ressent les énergies. Et puis il y a ce partage entre femmes. Il y a des femmes qui se sentaient super bien pour cette nouvelle lune, moi pas du tout. On essaie de savoir qu'est-ce qui va pas, chacun donne un petit conseil ou simplement être là pour écouter la personne en face. Et c'était vraiment un moment d'échange où j'ai quand même ressenti un petit moment de stress parce que parler devant des inconnus, j'ai quand même un tempérament assez introverti, donc c'était pas super évident. Mais une fois la présentation faite, juste parler avec des femmes de problèmes qu'on peut toutes ressentir, c'était un moment vraiment réconfortant. Je me suis dit, voilà, ça va pas, tu as trouvé cet outil de cercle de femmes, maintenant tu sais, si ça va pas, je peux même créer un cercle de femmes avec juste une amie et juste se poser, dire comment tu te sens cette nouvelle lune, moi ça va pas trop, tu voudrais bien qu'on échange un petit peu autour de ça. Et donc je me suis découvert un nouvel outil que je peux garder avec moi si à un moment ça va pas ou même si ça va, un cercle de femmes pour échanger des choses un peu plus positives, c'est vraiment un chouette moment. C'est super, c'est ce genre d'expérience-là, j'adore également. Et je rebondis sur la dernière chose que tu as dite, c'est si ça va pas, je le ressors, et même si ça va. Oui, même si ça va, justement, j'ai envie de dire, il y a plein de choses. Il ne faut pas attendre que ça n'aille pas pour prendre soin de soi et pour faire des choses qu'on aime en fait faire. C'est trop dommage d'attendre que ça n'aille pas. Alors oui, effectivement, quand ça va pas, quand ça va, on a d'autres priorités qui sont plus liées en général à la productivité, à la performance. Et finalement, c'est ça qui nous amène petit à petit à s'oublier et à retomber, comme tu dis, dans le creux de la vague. Donc c'est important de garder des choses quotidiennement qui vous procurent un profond bien-être et qui vous fassent plaisir. Ça ne veut pas dire forcément faire la morning routine, la night routine de 15 rituels. Hein. Ça ne veut pas dire ça, c'est peut-être une chose en fait. Ça peut être une chose dans la semaine même, mais au moins qu'il y ait quelque chose régulièrement qui vous plaise profondément et ne pas attendre que ça n'aille pas pour s'offrir un massage par exemple aussi. Voilà. Pas attendre d'avoir mal au dos, d'être plié en quatre pour se faire du bien. Pas attendre d'avoir le moral dans les chaussettes pour parler à des personnes si on en a besoin. Ça, c'est super important et arrêtons d'attendre que ça n'aille pas. Arrêtons d'attendre que ça n'aille pas pour réaliser des changements, en fait. La fameuse expression il faut toucher le fond de la piscine pour pouvoir rebondir. Enfin, je trouve ça tellement dommage, en fait, de devoir attendre ça. Ça fait mal en fait. Moi, je me suis déjà fait mal au nez avec un plongeon bien piqué dans une piscine. J'ai pas envie de recommencer. Hein. Et puis, comme je l'ai partagé sur un épisode avec ma maman qui a eu un burn-out et qui a touché le fond comme beaucoup de personnes qui subissent le burn-out, c'est très compliqué de s'en remettre. Alors, c'est pas impossible, hein, preuve en est pour ma maman et d'autres personnes, mais c'est compliqué. C'est très compliqué.
plus ça descend, plus la pente au retour, elle est raide, quoi. Je fais du vélo, je la sens, au retour, la pente, surtout quand il y a du vent en face. Donc voilà, faut avoir ces petites images en tête. N'attendons pas que ça n'aille pas pour se faire du bien, s'il vous plaît. Alors la dernière fois que l'on s'est vu, on a parlé, je me souviens, on a parlé d'ego. Alors, à savoir la place que l'ego prend dans notre vie, au détriment de notre intuition, justement, cette fameuse intuition. Donc l'ego, c'est cette petite... Alors c'est comme ça que moi, je la définis et je la ressens. L'ego, c'est cette petite voix que l'on écoute très souvent, quasiment tout le temps, et qui dicte la plupart de nos choix au service de la performance, du regard de l'autre, du besoin de reconnaissance. Donc, le besoin de reconnaissance, c'est certes un besoin fondamental de la pyramide de Maslow, mais ça reste le dernier des besoins. Alors, je ne dis pas que l'ego, c'est pas bien. Au contraire, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de bien et pas bien, mais l'ego, c'est nécessaire, c'est pour ça que ça existe. Par contre, aujourd'hui, on a tendance à quasiment tout faire au service de l'ego et justement à ne pas suffisamment écouter notre intuition et à ne plus savoir comment écouter notre intuition. Et donc, quand je t'ai parlé de ça, je sais que ça t'a pas mal interpellé. Et du coup, j'aurais voulu savoir qu'est-ce qui s'était passé dans ta tête et comment tu avais un petit peu mûri ce sujet, justement. Et pourquoi tu as été touchée par ces propos. Alors, je me souviens que le mot ego, en effet, ça alluma un grand voyant dans ma tête et je me suis dit, ah, mais c'est ce mot que tu cherchais depuis un petit moment pour décrire cette chose qui te tire un peu vers le bas. Et moi, il est vraiment lié au manque de reconnaissance, clairement. Et je crois que je suis tombée dans le tort inverse, en fait. Comme je me sens pas reconnaissante et pas assez, dans certaines situations, pas assez comprise, pas assez écoutée, je tombe dans le travers de me dire, mais de toute façon, c'est moi qui ai raison. Moi, je sais, il faudrait faire comme ça. Et donc, le mental, il part complètement, il s'affole. Et au lieu de me dire, bon, écoute, cette situation, elle se passe de cette façon, est-ce que vraiment tu as envie d'y mettre de l'énergie ou pas? Non. Hein, clairement, la plupart du temps, non. Et je me dis, ben, laisse tomber, reconnecte-toi à toi-même et fais ce qui est bon pour toi. Et pas partir dans des débats qui ne servent à rien, parce que par ego, tu as envie d'avoir raison, d'être reconnu. Et au final, ça ne m'apporte rien. Et j'arrive à retrouver cette petite sensation d'intuition avec le tarot, par exemple. Mais dans certaines situations, j'ai toujours cet ego qui reprend le dessus, le mental qui tourne et qui tourne. Et je me dis, oh, c'est quand même dommage. J'ai cet outil et c'est encore pas très facile de mettre ça en pratique. Alors après, c'est aussi normal. Notre ego, il est aussi très utile. Il faut pas non plus penser que l'ego, c'est le petit diable et que l'intuition, c'est le petit ange sur nos épaules. Parce que quand c'est comme ça que justement, avec ces types d'images, c'est comme ça que l'on a tendance à se mettre encore plus de pression. Parce qu'il faut fuir le diable et dire toujours oui au petit ange. En fait, il faut juste voir que l'ego, c'est un ange, l'intuition, c'est aussi un ange. Par contre, s'il y en a un qui est plus fort que l'autre, et nos épaules, elles sont déséquilibrées, puis on va avoir mal au dos. Voilà. Donc, il faut juste faire en sorte que les deux aient leur place, en fait. Donc, l'ego a autant besoin d'exister que l'intuition, tout comme l'intuition a autant besoin d'exister que notre ego. Et donc, il y a des situations où notre ego, heureusement qu'on l'a, parce qu'il peut nous sauver. Et c'est bien aussi de faire des choses au service de la performance, c'est ce qui nous challenge, c'est ce qui nous permet aussi d'apprendre des choses, de s'ouvrir, etc. Mais pas que. Il faut pas que notre ego nous guide, en fait, dans toutes les situations. Et donc, ce qui est important, c'est que... Moi, je sais que quand j'ai découvert cette notion d'ego, quand j'ai pris conscience de l'existence très importante dans ma vie de l'ego, en fait, cette prise de conscience me permet vraiment de beaucoup plus de l'imaginer dans ma tête. Et quand il y a des situations qui se passent, tout comme toi, je m'arrête une dixième de seconde et je me dis, ok, bon, est-ce qu'aujourd'hui c'est l'ego face à cette situation, est-ce que c'est l'ego qui doit parler ou est-ce que c'est mon intuition? Et des fois c'est l'ego, des fois c'est l'intuition. Mais au moins de prendre ce petit temps de recul, de pause, pour laisser le choix aux deux.
en fait, ça me permet de faire des choses beaucoup plus sereinement, même quand c'est l'ego qui finalement l'emporte. Eh bien, je suis beaucoup plus sereine et beaucoup plus droite dans mes bottes, justement. Et donc, tout ça pour dire que il n'y a pas de méchant ou de gentil, donc ne vous mettez pas non plus la pression, ne te mets pas non plus la pression quand tu te dis oh là c'est quand même l'ego qui parle, pourtant je fais du tarot, je devrais pouvoir faire parler mon intuition parce que je fais du tarot. Bah non, là encore une fois, c'est quoi? Tu te juges en fait. Donc finalement c'est l'ego qui reparle dessus, tu vois. Donc non, ne prenez pas ce genre de choses comme une énième raison de vous flageller. Par contre, comme une manière de comprendre comment on fonctionne et de laisser la chance aux deux pour vous aider à faire les choix les plus justes à l'instant T. Encore une fois. Il n'y a pas de meilleur choix. Moi, j'aime pas dire que ça, c'est un bon choix. C'est toujours un choix le plus juste à l'instant T. C'est plein de conditions, en fait. Parce que le lendemain, le choix, il sera peut-être différent parce que le lendemain, on est dans des conditions différentes. Tout simplement. Et pour moi, l'ego, il est vraiment relié au regard de l'autre. Et donc, je peux très vite me laisser dépasser par un événement à cause du regard de l'autre. Donc, je vais pas oser dire non, ou je vais pas oser défendre mon point de vue parce que je me dis, bah non. Pour moi, l'ego, c'est mon rapport à l'autre et l'intuition, c'est mon rapport à moi-même. Et parfois, du coup, la relation à l'autre, je sens que je dois faire comme ça, alors que en moi-même, je ressens autre chose, qui serait mieux pour moi, mais pour faire plaisir aux autres, pour ne pas être jugée, je fais quelque chose qui ne me correspond au final pas tant que ça. C'est là où c'est important de prendre conscience et d'avoir conscience de ces deux notions-là, puisqu'il y a des fois où finalement notre ego parle parce que on a aussi cette envie de plaire et on a aussi cette envie de faire plaisir à l'autre et on est aligné avec ça. Et puis comme tu dis, il y a d'autres fois où on n'a vraiment pas envie de plaire à cette personne-là et on n'a vraiment pas envie de lui faire plaisir en fait. Et on a le droit aussi de ressentir ça. Et donc, il faut se laisser aussi pouvoir l'opportunité et le choix d'oser dire non. Et en fait, je pense que la notion d'ego et d'intuition, c'est un outil encore à avoir en tête et dans sa boîte à outils pour nous aider parfois à dire non. Parce qu'on a tendance à avoir du mal à dire non. Et je pense que ça, c'est un bon outil à garder en tête, c'est de se dire, ok, ben, dans cette situation-là, est-ce que j'ai envie de dire oui? Est-ce que j'ai besoin de dire oui ou pas? Et qu'est-ce que ça nourrit si je dis oui? Est-ce que ça nourrit mon envie et le plaisir que je ressens à faire plaisir à cette personne-là? Ou est-ce que ça nourrit mon ego? Mon besoin de reconnaissance, mon besoin de plaire, mon besoin de, ouais, de faire bien vis-à-vis de la société. Donc voilà, c'est un vaste sujet, l'ego. Mais en tout cas, je sais que ça avait pas mal tilté quand je t'en avais parlé. Et tout comme moi, ça m'avait aussi beaucoup impacté quand je l'avais découvert et surtout conscientisé. Parce que c'est un mot que je pense qu'on connaît tous finalement et toutes. Mais il y a des moments dans la vie où ça parle plus. Et on les conscientise de manière un peu différente. Et donc moi, je sais que ça fait pas si longtemps que ça a beaucoup impacté ma vie et mes choix justement. Mes choix de vie, mes choix de quotidien, mes choix ouais, quotidiens et journaliers. Donc, à mûrir et à réfléchir chez vous. Euh, alors, on arrive à la fin de l'épisode et j'ai quelques petites questions encore finales pour toi, des questions que j'aime bien poser à mes invités, à savoir notamment la place du bien-être et du self-care dans ta vie. Euh, je sais que tu avais notamment, alors je cite une chose, mais tu m'avais dit que tu avais volontairement levé le pied sur ta présence et ta consommation des réseaux sociaux et du téléphone. Justement, comment parviens-tu à trouver ton équilibre? Euh, Est-ce que ça passe par ça? Est-ce que c'est passé par autre chose aussi? Voilà, comment tu arrives à trouver ton équilibre dans ta vie? Oui, les réseaux sociaux, j'y ai découvert des choses vraiment passionnantes. J'aime beaucoup tout ce qui tourne autour du féminisme, la déconstruction du genre, décoloniser aussi la société. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Mais à l'excès, on tombe dans ce miroir
où je me suis dit, bah, tous ces gens, ils font plein de choses et moi, j'en fais pas assez. Et ça m'a à nouveau ajouté de la pression. Et donc, je me suis dit, bon, je coupe tout. Je crois que j'ai coupé pendant 1 mois et demi tous les réseaux. Et j'ai fait des choses que pour moi. Et pas des choses qui pourraient me montrer aux autres comme quelqu'un de bien, quelqu'un de meilleur, quelqu'un qui sait tout gérer. Et je me suis en fait effacée des réseaux pendant 1 mois et demi. Et j'en ai profité pour lire, pour cuisiner, pour faire vraiment des choses pour moi, sans me dire que je les partagerai sur les réseaux pour être cette personne comme il faudrait, la personne parfaite. Et ça m'a vraiment... Je crois que c'est ça l'équilibre. Euh, Trouver des personnes intéressantes sur les réseaux qui vont m'apporter plein de choses, mais en même temps me dire, ça reste quand même des photos choisies, des phrases choisies. On a chacun nos vies à côté. Et du coup, j'ai aussi ma vie. Et j'ai pas besoin d'être légitime sur les réseaux en montrant telle ou telle chose. J'existe, je suis déjà légitime en existant. Pas besoin de faire une surenchère de il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse ça. Donc je me suis retirée, je me suis recentrée sur moi-même. Et je crois que c'est ça mon équilibre. Arriver à gérer les réseaux. Et quand je sens que ça m'embrouille un peu le cerveau, à me dire ah mais cette nana-là, elle fait vraiment tout ça, il faudrait aussi que moi je me lance. Et je me dis, oh, on descend un petit peu, on voit ce qui se passe, mes émotions, ce que je fais dans ma vie. Et en fait, je fais déjà plein de choses super intéressantes. Peut-être pas sur les réseaux, mais je fais des choses, je rencontre des gens et je partage peut-être des choses avec des gens dans la vraie vie. Et déjà ça, bah, pour moi, c'est super. Et donc arrêter de croire que parce qu'on a une existence, parce qu'on est sur les réseaux sociaux, c'est pas vrai. On a une existence pour les gens autour de nous. Donc c'est déjà très très bien de changer des rapports qu'on peut avoir avec les autres dans la vraie vie et pas que sur les réseaux sociaux. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup et en même temps, quand je t'écoute, je ressens pas mal aussi de culpabilité parce que je fais partie de ces personnes, alors à moindre échelle, mais je fais partie de ces personnes qui nourrissent les réseaux sociaux en partageant pas mal de choses. Je le fais parce que bah, j'ai envie de donner un maximum d'outils aussi. C'est comme le podcast, ça fait partie des contenus gratuits que je propose pour permettre aux personnes d'avoir un maximum de choses, déjà même gratuitement à leur échelle, pour pouvoir les appliquer. Et en même temps, bah forcément, je nourris cette sphère peut-être un peu anxiogène de trop de choses à disposition qui, pour certaines personnes qui n'ont pas ce recul nécessaire, alors encore une fois, c'est pas une question de maturité, c'est une question d'essayer d'apprivoiser les réseaux sociaux et ça s'apprend en fait, mais d'avoir ce recul nécessaire de se dire ok, bah, ce qu'elle dit là, c'est intéressant, aujourd'hui ça me parle pas et paf, je passe à autre chose en fait. Et pas dire, oh là là, mais elle fait ça. C'est-à-dire que si je veux ne pas tomber malade cet hiver, il faut absolument que je fasse ça, 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 ça et ça. Là, en fait, là, pour le coup, vous n'allez pas tomber malade, vous n'allez pas avoir un rhume, vous allez avoir un burn-out de l'hiver, quoi. Si vous commencez à vous mettre la pression à faire les 15 000 rituels hivernaux pour ne absolument pas tomber malade. Vous allez vous épuiser et vous allez tomber malade. Donc, forcément, moi, je ressens un petit peu cette culpabilité en me disant, bah, je donne un maximum pour pouvoir aider, et puis au final, ça peut aussi, au contraire, perdre. Donc, voilà, c'est aussi mon métier, donc je continue à faire ça. Après, comme tu l'as dit, il faut vraiment garder, c'est comme quand on fait les comptes rendus en consultation, c'est garder ce recul. Il est absolument nécessaire dans toutes les informations qu'on va pouvoir consommer, que ce soit de la radio, des podcasts, des réseaux sociaux, etc. C'est garder ce recul absolument indispensable pour pouvoir digérer les informations, se les approprier et se dire ok, bah, je les prends, mais ce sont des outils supplémentaires à ma disposition si j'en ai besoin. C'est un peu comme quand on va au restaurant, au final. Hein. Quand on va au restaurant, on ne va pas choisir 15 000 plats, sinon on a une indigestion. Hein. Ça doit être des plats très digestes, très sains, etc. Si on les prend tous, le soir, on dort mal, en fait. C'est un peu pareil. Mais on a tendance à avoir cette boulimie de l'information et à ne pas pouvoir s'arrêter jusqu'à derrière se mettre la pression et se comparer. Donc, il faut faire super attention par rapport à ça. Et effectivement, je trouve ta façon, ton astuce assez intéressante de se dire, ok, je ressens que je suis un petit peu chamboulée par tout ce qu'il y a, ok, je coupe.
Et ça fait partie d'un geste ultra sain et bienveillant pour soi, qui mérite, enfin qui nécessite un minimum d'écoute de soi, ça c'est sûr. Mais en tout cas, c'est très bénéfique. Moi, je sais que je l'ai fait cette année aussi, j'ai arrêté, juste pour voir si j'étais addict en fait au réseau. Et je voulais savoir si j'allais ressentir un manque, comme un manque de caféine, d'alcool pour les addicts à ces produits-là. Et au final, je me suis rassurée parce qu'en fait, je me suis sentie plus libérée qu'en manque. Donc, je me suis dit, ok, c'est bon, je ne suis pas addict. Par contre, ça a posé l'interrogation de me dire, ok, je me suis sentie libérée. Ça veut dire que finalement, c'est un petit peu anxiogène pour moi dans ma vie, les réseaux. Si quand je les arrête, je me sens libérée. Donc, forcément, c'est compliqué. Après, en tant que, dans l'autre côté, la personne qui crée du contenu, de aussi pour soi se dire, ok, il faut pas donc, enfin, je veux aussi ne pas être trop sur les réseaux. Donc là, bon, là, je parle plus pour les autres personnes qui créent des contenus. C'est vraiment pas simple non plus de trouver cet équilibre entre créer du contenu pour aider et puis aussi pour se faire connaître, pour justement permettre à ces personnes comme toi d'avoir des éléments nécessaires pour se faire une idée de la personne, de l'accompagnant. Et puis en même temps, ne pas en donner trop pour ne pas perdre les personnes et en même temps rester suffisamment à l'écart des réseaux pour pas soi-même se perdre. C'est tout un équilibre aussi à trouver qui est pas toujours simple. Mais ces petits, bien qu'à la mode digital detox, je pense, sont des bons outils à garder sous le coude, encore une fois. Alors, j'ai 2 dernières questions pour toi pour clôturer cet épisode. Si tu avais 3 conseils que tu gardes bien cachés en toi à partager à nos auditrices qui nous écoutent en ce moment, en lien avec ta propre expérience, quels seraient-ils ? Alors, le tout premier, ce serait ne pas avoir peur de créer des liens avec, je pense beaucoup à l'amitié notamment, mais aussi, dans mon cas, ça peut être par exemple mon compagnon. Donc pas avoir peur de dire quand ça va pas. Et comme je le disais tout à l'heure, si ça va pas, je pleure et ne pas avoir peur de pleurer devant quelqu'un, par exemple. Pour moi, c'est quelque chose de très nouveau. Quand ça va pas, en général, je préfère me taire et j'attends que ça passe. Là, juste pleurer, pas forcément tout le temps aussi oralisé, hein, mais pleurer. Et du coup, être conscient que il y a quelqu'un qui est là pour moi et je peux lui dire quand ça va pas. Et à l'inverse, la personne peut aussi compter sur moi. C'est vraiment quelque chose qui soulage quand il y a vraiment des périodes compliquées. Se dire, je peux exprimer mes émotions à quelqu'un et pas juste les écrire dans un carnet ou se les répéter à soi-même. Donc créer du lien et profiter de ce lien pour nous aider quand ça va pas et pour célébrer aussi quand il y a des choses positives dans la vie. La deuxième chose, on revient toujours au rituel. Euh, J'aime bien, c'est un peu comme, pour moi, c'est un peu comme les souvenirs d'enfance. Euh, Par exemple, dans mon cas, j'allais tous les étés à la mer avec mes parents et mes grands-parents et ma sœur. Et du coup, pour moi, les rituels, c'est ces petits moments tout doux où je peux m'accrocher. Donc, ça va être ne fût-ce que boire une tasse de thé ou le cinéma du mardi soir. On se dit, la journée, elle n'est pas terrible, mais je vais aller au cinéma ce soir, tout va bien se passer, on va passer un bon moment. Et un peu pour revenir aussi au cycle de la nature, donc j'aime bien fêter les nouvelles lunes. Donc me poser, me dire c'est quoi, qu'est-ce que j'ai envie pour ce mois qui arrive, quelle énergie j'ai envie de mettre, qu'est-ce que je ressens. Fêter, comme là je vais bientôt fêter l'automne, voir ce qui est beau dans chaque saison. Donc tous ces rituels. Et ce qui est bien, c'est que ces rituels, je vais les retrouver l'année d'après. Et je vais me dire, tu te souviens, ce petit moment, c'était réconfortant, la balade dans la forêt, sur le tapis de feuilles mortes. Donc ça me fait des petits outils réconfortants. Je sais que quand ça va pas, je peux m'accrocher à ces petites choses. Et ouais. Et la troisième chose, je dirais avoir des petits objets doudous. Par exemple, au décès de ma grand-mère,
je suis allée m'acheter une labradorite. Et pour moi, c'était une façon d'ancrer mon émotion euh, qui du coup était dans le creux de ma main. Quand ça allait pas, je serrais la pierre dans ma main. Elle était sur ma table de nuit ou dans ma poche. Et c'est vraiment une façon de visualiser l'émotion dans un objet. J'ai aussi toujours mon pendentif avec mon signe astrologique que j'ai eu petite. Et quand je suis un peu stressée ou quand je ressens le besoin, je vais directement vers cet objet, je le prends en main. C'est quelque chose qui se fait naturellement. Et c'est des petites choses qui me rassurent. Je sais que c'est là avec moi et ça me permet de me dire, voilà, je me raccroche à quelque chose que je peux palper. Je peux palper mon émotion. Et ça, ouais, c'est vraiment des petits jalons réconfortants dans la journée. Je crois que c'est lié un peu aux habitudes et du coup, ça fait des repères. Quand ça va pas, on a des repères, on s'y accroche et ça permet d'avancer. Super, merci de nous avoir partagé ces belles pépites. Et pour terminer, est-ce que tu aurais des ressources, coup de cœur, des lectures, vidéos, podcasts, peu importe, en lien avec ton expérience personnelle que tu aimerais justement partager à nos auditrices? Alors, pour revenir sur le tarot, j'ai découvert un cours tarot lunaire donc de Papote et Lunaison de Sylvie. Et donc c'est vraiment un chouette moment parce qu'on se connecte, on observe la lune, on voit un peu les énergies. J'ai appris plein de choses, toutes les phases de la lune. C'est vraiment, j'ai vraiment adoré rencontrer Sylvie sur les réseaux sociaux. Et ça a été, je l'ai découverte un peu après notre première séance et ça m'a permis de passer la fin de l'hiver un peu en mode cocooning, à étudier un petit peu les choses. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Et tout récemment, j'ai découvert Jennifer Bloom, donc aussi tout le temps dans... C'est toujours le domaine de la spiritualité. C'est vraiment le domaine, je crois, qui m'a accompagnée pendant toute l'année. Et c'est aussi apprendre à décrypter les énergies du moment. C'est relié aussi aux émotions. Quelle énergie quelle énergie on ressent à ce moment précis. Observer les saisons, les cycles de la nature. Et je trouve qu'elle est très douée pour ritualiser les choses et beaucoup de douceur et sa voix, sa voix est très douce et très bienveillante. C'est vraiment des moments tout doux quand ça va pas, je me pose et j'en profite. Super, je mettrai tous les liens dans l'article de l'épisode et je suis super contente parce que ce sont des références que je ne connais absolument pas. Donc voilà, je vais pouvoir aussi moi les ajouter à ma liste de découvertes. J'adore poser ces petites questions, aussi bien pour les personnes qui nous écoutent, mais pour moi aussi de manière très égoïste. Donc là pour moi c'est tout nouveau, donc merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça. Eh bien, on arrive pour le coup vraiment à la fin de l'épisode. Merci énormément Gwenaëlle d'avoir passé ce moment en ma compagnie et d'avoir pris le temps de partager ton histoire, ton intimité, aussi un bout de ton cheminement intérieur qui est en perpétuelle évolution. Et puis d'avoir relevé ce challenge de passer derrière le micro. Je sais qu'il n'est absolument pas simple, mais tu l'as fait avec brio. Donc bravo à toi et merci énormément. Merci beaucoup de m'avoir fait une place dans ton podcast. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Merci beaucoup. Ben, je t'en prie, c'était vraiment avec grand plaisir de t'accueillir et je suis certaine que tous tes mots auront résonné auprès des femmes qui nous écoutent. Et je sais que ce genre d'épisodes-là, moi j'adore déjà les enregistrer parce que je fais de merveilleuses découvertes et rencontres. Et puis en fait, ce sont des épisodes qui font du bien tout simplement parce qu'on découvre, on se sent moins seul généralement. Ça fait beaucoup d'écho justement entre nous. Donc voilà, j'aime beaucoup ça. Et donc merci encore une fois de nous avoir partagé ton histoire et un petit bout de ta vie. Eh bien, sur ce, moi, je te souhaite une très belle soirée, puisque nous sommes le soir, une très belle aussi continuation dans ton cheminement, et continue à prendre bien soin de toi, et passe un très bel automne et très bel hiver. Merci beaucoup Alexandra. À bientôt. À bientôt.
Je te remercie de nous avoir écoutés jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère que mon échange avec Gwenaëlle aura pu t'inspirer et aussi répondre à certaines questions que tu te poserais peut-être sur la manière de trouver son accompagnement ou le type de transformation qu'un accompagnement en naturopathie peut t'aider à réaliser. Comme tu le vois, nous ne travaillons pas que sur l'alimentation, la naturopathie c'est bien plus large que ça. Bien entendu, ça dépend beaucoup du naturopathe, de son histoire, de sa vision. Et pour ma part, je sais que mes accompagnements sont extrêmement teintés de mes propres réflexions et de mon histoire aussi. Et surtout, je m'adapte à ma cliente. À savoir, je la laisse m'embarquer sur son terrain dont elle n'a parfois même pas conscience, comme Gwenaëlle. Et c'est généralement là que se dessinent les plus belles évolutions. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à nous les poser à moi ou à Gwenaëlle. Comme d'habitude, je mettrai toutes les informations mentionnées à l'écrit dans un article disponible sur mon site internet dans la section blog et podcast. Le lien est encore et toujours en description de cet épisode. Et si le sujet du jour t'a plu, eh bien je t'invite à t'abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de ton choix pour être notifié de la sortie de prochains épisodes. 2. À rejoindre la communauté Hygiène de vie en t'inscrivant à ma newsletter que tu trouveras sur mon site internet. Et 3. À le partager à une amie via les SMS, le mail, WhatsApp ou encore grâce juste à ta voix, puis à faire une copie d'écran de l'épisode et à la mettre en story sur Instagram en me mentionnant @alexandraportailnaturo et en mentionnant le compte du podcast @hygiènedevie.podcast pour que je puisse te repartager et te remercier en retour. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao!